Il est Ça va, 16 heures, Benjamin? chers amis, bonjour. Merci d'être nombreux à cette conférence. Et je voulais donc, avant de passer la parole à Michel, remercier Michel Heyman, qui, dès que je l'ai appelé pour qu'il me fasse une émission sur la Khazanout alsacienne, tout de suite, il m'a dit oui et il s'est mis en contact avec Claude Henel, avec Michel Rotet, pour essayer de faire quelque chose de très, très, très chouette. Je vais présenter rapidement Michel Heyman, qui est Khazan au Luxembourg, qui était Khazan au Luxembourg, qui est à la retraite. Claude, qui lui a fait partie de plusieurs chorales et d'une chorale en Alsace, et Michel Rotet, qui lui n'est pas strasbourgeois, n'est pas alsacien, il est natif de Mulhouse, Nous, c'est en Alsace. Hein. Ah, oui, d'accord, d'accord. Mais qui a vécu beaucoup à Bravo Gérard, Strasbourg bravo et qui a, Gérard. et qui a créé, donc le site du judaïsme alsacien, qui est impressionnant, que bon, je suis rentré dedans à plusieurs reprises, vraiment, c'est impressionnant comme site, et j'espère que Michel nous fera une conférence d'ici là sur l'histoire des Juifs alsaciens. Alors, Michel Heyman, je te passe la parole, Vakasha. Merci beaucoup. Alors, ne sachant pas exactement quel public nous allions avoir cet après-midi, donc nous avons préparé plusieurs choses. Mais je voudrais d'abord remercier Michel et Claude. En effet, comme vous l'a dit Gérard, quand il m'a proposé ce thème, le thème exact, c'est la Khazanout et les Khazanim d'Alsace et de Lorraine. C'est de cela que nous allons parler cet après-midi. Je répète, la Khazanout et les Khazanim d'Alsace-Lorraine. Alors, j'ai tout de suite proposé à Michel Rotet et à Claude Henel de m'accompagner. Pour quelle raison? Parce que Michel, comme l'a dit Gérard, fait un travail unique et incroyable concernant la mémoire, et pas que la mémoire, de la vie des Juifs en Alsace, en Moselle et en Lorraine. En ce qui concerne Claude, eh bien, lui, il a vécu avec moi les 30, ou j'allais dire les 40 glorieuses. C'est-à-dire que nous avons connu tous les deux les communautés qui étaient en pleine expansion après la guerre, celles qui ont pu se reconstituer évidemment. Et lui et moi, nous avons eu la grande chance de participer, de voir les communautés campagnardes et les communautés des grandes villes. Et Claude va avoir beaucoup de choses également à nous dire concernant l'histoire vécue avec différents Khazanim, avec différentes personnes des communautés. Voilà pourquoi je les ai choisis tous les deux. Je voudrais juste donner un court instant la parole à Michel Rotet pour que justement il vous dise exactement ce qu'est son site pour ceux qui ne connaissent pas encore le site. Michel. Michel, merci. Bon, je ne vais pas m'étendre trop longtemps aujourd'hui parce que le sujet, c'est la Khazanout, alors ne mélangeons pas les sujets. Comme vous voyez sur la carte, c'est une carte de l'Alsace avec chaque nom de ville ou de village qui apparaît sur cette carte. C'est une ville ou un village où il y avait une synagogue. Ce qui fait qu'il y a une richesse relativement importante des communautés juives en Alsace. Pratiquement, il y avait plus de synagogues dans l'Alsace que dans tout le reste de la France. Et j'ai créé donc, il y a 24 ans, un site Internet sur un coup de tête. Je me suis dit, bon, allez, Internet commence, on ramait à 28K. Et j'ai créé un site Internet sur le judaïsme d'Alsace-Lorraine avec différentes rubriques. Et je ne pensais pas que 24 ans plus tard, je serais encore profondément enfoncé dans ce site qui me prend de plus en plus de temps et qui permet de créer en quelque sorte une encyclopédie en ligne de tout ce qui est relatif aux communautés juives, aux traditions, aux minagim, aux judéo-alsaciens bien évidemment, à toutes les synagogues, à l'histoire elle-même. Et plus récemment, nous sommes lancés aussi dans la mise en ligne de tous les tombes des cimetières juifs d'Alsace et de Lorraine. Donc, c'est une base de données assez extraordinaire et je vous invite à la visiter,
à apporter vos suggestions et bien évidemment à apporter vos propres documents si vous en avez, que ce soit des vieilles cassettes VHS vidéo ou tout simplement des papiers ou des souvenirs familiaux de telle ou telle communauté. Et ça permettra de continuer cette mise en avant de ce site Internet pour lequel on espère encore beaucoup d'années devant nous et beaucoup de matériel à y rajouter. Michel, la parole est à toi. Merci Michel, avant de te passer la parole, juste la marche à suivre. Je demande à tous les auditeurs de fermer leur micro, OK, en dehors des intervenants. Et lorsque vous avez posé une question, à ce moment-là, vous pouvez l'ouvrir. Donc, pour ne pas qu'il y ait d'interférence. Donc, vous fermez les micros en dehors de Michel Rotet, Claude Nel et Michel Heyman. Merci beaucoup. Alors, justement, je souhaiterais que cette émission soit une émission participative. C'est-à-dire que, par manque de temps, nous ne pourrons évidemment pas parler de toutes les communautés, on ne pourra pas parler de tout ce que nous voudrions vous dire, mais si parmi vous, lorsque Claude ou moi nous intervenons et que vous avez quelque chose à rajouter, eh bien, ne vous gênez pas pour dire ce que vous avez à dire. Le principe de cette émission, c'est que voilà, nous, on va vous faire entendre des airs de Chazanim, nous allons vous parler de certaines communautés, mais de certains personnages que nous avons connus. Mais si vous voulez rajouter des choses que nous n'avons pas dites, eh bien, ne vous gênez pas. Donc, je voudrais d'abord commencer par la géographie de l'Alsace. Parce que, comme je vous l'ai dit avant, ne sachant pas quel serait le public de cet après-midi, il faut savoir que la liturgie a toujours été et reste encore de nos jours un vecteur d'unité. C'est-à-dire que les communautés de l'Est de la France ont eu pendant des siècles la même chazanout. On chantait aussi bien de Bâle jusqu'à Amsterdam, tout le long de la vallée du Rhin, on chantait quasiment les mêmes airs. Évidemment, dans les communautés, il y avait des airs spécifiques, chaque communauté avait ses airs spécifiques, mais grosso modo, eh bien, c'était les mêmes airs et on pouvait très bien s'y retrouver. Il y a partout, dans toute la plaine d'Alsace, les Juifs se sont installés, dans les villages notamment, puisque jusqu'à la Révolution, les Juifs n'avaient pas le droit de dormir dans les grandes cités. Et comme il y avait beaucoup de villages, notamment en Alsace, les villages ont entre 5 et 10 kilomètres, voire beaucoup moins, entre eux. Donc, il y a eu beaucoup, quand les Juifs étaient assez nombreux, ils ont construit des synagogues, et c'est ainsi qu'il y en a énormément dans l'Est de la France. Alors, puisque Michel nous montre le nord de l'Alsace, alors il faut savoir que le nord de l'Alsace était une région qui a connu beaucoup de synagogues. Il y avait même, entre les guerres de 14-18 et 39-45, il y avait à Orbourg, alors non, pardon, ce n'était pas Orbourg, c'était à côté ça va venir tout de suite, de Saulx-sous-Forêt. Alors voilà, alors, à Surbourg, voilà. Non, c'est pas Surbourg, c'est comment ça s'appelle? Enfin, à 3 km aussi, c'est à Surbourg, voilà. Donc, vous avez ici, là où Michel met la main, voilà. Donc, vous avez à Surbourg, et à côté de Surbourg, à 3 km environ de Surbourg, vous avez Saulx-sous-Forêt. C'est écrit en rouge. Alors, à Surbourg, il y avait une école de Chazanim. Lorsque vous allez à Haguenau, la région est à peu près plate, mais après Haguenau, c'est vallonné. Et on se demande qu'est-ce que les Juifs sont allés faire tout là-haut dans le nord de l'Alsace, alors qu'il y a pas mal de forêts, alors qu'on n'est plus dans la plaine. Mais tout simplement, quand on regarde où se trouve Saulx-sous-Forêt, eh bien, Saulx-sous-Forêt se trouve à peu près à 10 km de Soufflenheim. Alors, je ne sais pas si on voit Soufflenheim sur la carte ou pas. Bon, c'est vers la droite, vers le Rhin. Et à Soufflenheim, on est déjà
dans la vallée du Rhin. Et donc, c'est pour ça qu'à Surbourg, autrefois, il y avait cette école de Chazanim. Pourquoi y avait-il cette école de Chazanim si près de Haguenau? Parce que Haguenau était un grand centre de la Chazanout dans l'est de la France. Et donc, il y a eu, les Juifs se sont installés aussi bien dans la plaine d'Alsace que dans les Vosges. Par exemple, il y a, entre les deux guerres, les Juifs sont venus s'installer à Senones. Alors, je ne sais pas si vous savez où c'est Senones. Senones, c'est un patelin paumé entre Schirmeck et Saint-Dié. Et là-bas, j'ai pu voir une ancienne synagogue qui a été transformée en temple protestant. Mais Senones, c'était une communauté importante. Et lorsqu'on passe dans cette vallée qui mène à Senones, eh bien, il y a dans la plupart des villages des monuments aux morts où l'on rappelle qu'il y a eu des centaines de Juifs qui ont été déportés de ces villages dans les Vosges. Donc, il y avait des Chazanim dans les Vosges, il y avait partout où il y avait où les Vosges où on pouvait passer des Vosges à la Moselle, en Lorraine. Eh bien, par exemple, à Niederbronn, c'était une communauté assez importante parce que la route qui passait à Niederbronn, eh bien, arrivait en Lorraine. Et donc, les Juifs sont passés également d'Alsace en Lorraine par ces routes-là. Dans le sud de la France, alors du côté, par exemple, de Mulhouse, eh bien, là, il y a la trouée de Belfort. Et les Juifs se sont installés sur les pourtours des pentes du Jura et des Vosges. Donc, il y a eu énormément de… Là, je vois qu'il y a Thann. Vous avez sur la gauche, vous avez Thann. Thann, il y a une très, très belle synagogue qui vient d'être rénovée. Et donc, les Juifs habitaient soit au bas des massifs du Jura ou des Vosges, soit en plaine d'Alsace. Et il faut savoir que la Chazanout n'est pas restée, cette Chazanout alsacienne n'est pas restée qu'en Alsace. À Bâle, en Suisse, évidemment, il y avait la même. À Bâle, à Berne, à Genève, à Lausanne, on chante la même Chazanout. Et du côté du nord, on chante également cette Chazanout. Par exemple, à Luxembourg, en Belgique jusqu'à Bruxelles, mais après Bruxelles, c'est déjà une autre Chazanout. Donc, on va revenir maintenant en Alsace et en Lorraine, et je voudrais vous faire écouter un premier air où je chante avec André Stora, qui était Chazan de Nancy, et après l'air, je vous en parlerai un peu plus d'André Stora.
Alors voilà, je voulais vous parler d'André Stora parce que c'est un Chazan exceptionnel qui a marqué sa communauté. Il a été durant 37 ans Chazan à Nancy et il a vraiment, vraiment marqué sa communauté. Pourquoi? Parce qu'il s'est occupé d'une chorale, lui et sa fille aînée Carole. Il s'est occupé des EI. Il a aidé, je me rappelle, à la construction du centre communautaire de Nancy. Il a formé plein d'élèves à la bar mitzvah. Il a été actif d'une manière incroyable. Et quand vous allez à Nancy, vous allez à la synagogue, bien, la première personne dont on vous parle, c'est André Stora. Alors actuellement, il est en Israël. Je ne sais pas s'il est sur le site ou pas là maintenant, mais c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Et donc, vous avez entendu que là, bon, c'était un concert, mais autrefois, il y avait l'orgue dans les synagogues. Et là, je vais laisser la parole à Claude, qui va un petit peu vous raconter l'historique des orgues dans la synagogue. Oui, alors effectivement, lorsqu'on a préparé cette émission, Michel m'a demandé effectivement de voir un petit peu comment l'orgue est arrivé dans la tradition juive. Alors, il y a un excellent travail qui a été fait par Hervé Roten là-dessus, et donc je me suis inspiré de ses commentaires et de ses différents renseignements, puisqu'il a très bien expliqué les choses. Alors, je ne vais pas vous lire tout ce qu'il a indiqué, je vais essayer de trouver les points les plus intéressants, enfin les plus importants, me semble-t-il. D'abord, il faut savoir qu'au mois de mai 1856, le 21 très exactement, la conférence des grands rabbins français, qui était présidée à l'époque par le grand rabbin de France Salomon Ullmann, qui a vécu de 1806 à 1865, entérine l'usage de l'orgue dans les temples consistoriaux. Bien sûr, cette décision fait immédiatement l'objet d'un vif débat entre les tenants du judaïsme orthodoxe et les réformistes. Et le texte finalement adopté est manifestement l'objet d'un compromis. Je cite, « La conférence, tout en déplorant la tendance à entourer les cérémonies religieuses d'une pompe très peu compatible avec le caractère de simplicité qui distingue le culte israélite, déclare qu'au point de vue doctrinal, il est permis d'introduire l'orgue dans les temples et de le faire jouer
les jours de Shabbat et des fêtes par un non-juif. Toutefois, l'établissement de l'orgue dans les synagogues ne pourra avoir lieu qu'avec l'autorisation du grand rabbin de la circonscription sur la demande du rabbin communal du ressort. La publication de cette décision rabbinique est toutefois un triomphe pour les tenants de la réforme du culte consistorial français. Elle ne fait pourtant que reconnaître une pratique en application dans un certain nombre de temples israélites depuis plusieurs années. On peut dès lors légitimement se poser la question suivante. Pourquoi l'introduction de l'orgue dans le culte public a-t-elle suscité une telle polémique parmi les rabbins et parmi les fidèles? Pour répondre à cette question, il faut rappeler la méfiance séculaire des autorités rabbiniques envers la musique. Selon Maïmonide, seule est tolérée la musique au service de la prière. Dans les temps antiques, la musique, notamment instrumentale, était souvent associée aux cultes idolâtres. Les récits bibliques, qui décrivent le culte à l'époque des deux temples, lui accordent pourtant une large place. C'est ainsi que le service du temple ne requiert pas moins de 288 musiciens jouant de divers instruments, principalement instruments à cordes et instruments à vent. La littérature talmudique assimile ces instruments à l'ancêtre de l'orgue. Cet instrument, parfois décrit comme une sorte de flûte de Pan, aurait été constitué d'une boîte contenant 10 roseaux creux ayant chacun 10 trous, correspondant à 10 notes différentes. Et cet instrument aurait été utilisé pour appeler les prêtres et les lévites à leurs tâches. Je vous prie de m'excuser. Ce récit, plus symbolique que scientifique, est aujourd'hui remis en question par bon nombre de musicologues pour lesquels ce ne serait qu'un ustensile, genre râteau ou pelle, jeté à terre après le nettoyage de l'autel du temple afin d'appeler les chanteurs à reprendre leur service. Je passe un petit peu, ou Michel, tu veux qu'on passe d'abord un peu de musique, un peu de chant? Ah ben d'accord, alors Michel, si tu veux bien, faire passer le deuxième morceau, s'il te plaît. Il s'agit de monsieur Albert Kirsch.
Alors, avant de continuer, je veux répondre, je vois une des questions. Des femmes chantent avec des hommes le Kaddish, point d'interrogation. Sauf si je suis mal informé, il n'y a pas de différence à chanter le Kaddish plutôt que d'autres prières au moment des services. Alors, après, c'est un débat de l'orgue, des chœurs mixtes, etc. Mais justement, puisqu'on vient d'entendre M. Kirsch, moi, j'ai fait mon service militaire en partie à Metz et j'avais le plaisir d'être à la grande synagogue chaque Shabbat, puisqu'on me laissait sortir pour aller à la tfila, à la synagogue. Et il y avait effectivement chœur mixte jusqu'à ce que le grand rabbin Waknin ait été nommé grand rabbin de Metz. À sa cérémonie d'installation, il y avait encore un chœur mixte, il y avait encore l'orgue un tout petit peu au début, et après ça, le grand rabbin Waknin a mis fin et à l'orgue et au chœur mixte, sauf concernant l'orgue pour des cérémonies de mariage ou des cérémonies patriotiques. Et alors, juste une petite anecdote. Moi, j'arrivais, je vois là une question. Mechila, vous êtes réformiste? Non, je ne suis pas réformiste en ce qui me concerne. Je relate simplement des faits. Moi, je ne chante pas avec des chœurs mixtes, pour répondre peut-être à votre question qui n'est pas posée, mais je suis là pour relater des faits, pour raconter ce qui se passait à l'époque. Donc, à l'époque, je venais chaque Shabbat matin très tôt. L'office commençait à 9h30, mais la caserne m'obligeait à quitter à 7h. Donc, j'étais vers 7h30, 8h moins le quart à la synagogue. Et tous les Shabbats matins, M. Kirsch, qui s'appelait à l'époque Kirschenbaum, pour ceux qui l'ont connu, me demandait de faire l'office jusqu'au début au cours de Shacharit, Shochenad. Et donc, petit jeune que j'étais tout content. Et c'est juste l'occasion, avant de poursuivre mon explication, de compléter ce qu'a dit notre ami Gérard en tout début d'émission. C'est vrai que j'ai chanté dans beaucoup de chorales, mais j'étais surtout chazan intérimaire dans beaucoup de communautés. Je n'ai jamais voulu être chazan à plein temps dans une communauté définie, mais j'ai voyagé dans beaucoup de communautés et j'étais chazan intérimaire pendant de longues années. Alors, je reviens à notre propos. Et je pense juste passer maintenant à la réforme du culte au XIXe siècle. L'idée d'un judaïsme intégré à la société de son temps débute en Allemagne avec Moïse Mendelssohn, qui a vécu de 1729 à 1786, chef de file du mouvement juif des Lumières, qui pose les premiers jalons de ce qui deviendra le judaïsme réformé. Traducteur de la Bible en allemand, il incite ses disciples à moderniser l'éducation religieuse et à étudier les matières profanes. Ses maîtres mots, foi et tradition, ouvrent la voie à la science du judaïsme, qu'il appelait en allemand Wissenschaft des Judentums, qui prend forme au début du XIXe siècle en Allemagne et dont Léopold Zunz, qui a vécu jusqu'en 1886, a été l'une des figures de proue. À la même époque, des dirigeants laïcs comme Israël Jacobson expriment leur volonté de moderniser le culte synagogal. Liturgie allégée, introduction de l'orgue, récitation de prières en allemand et sermons porteurs d'enseignements moraux. Il y a eu le culte réformé a donc provoqué une vive polémique avec les éléments les plus orthodoxes de la communauté juive qui, avec le soutien des autorités rabbiniques d'Allemagne, de Pologne, de France, d'Italie, de Bohême, Moravie et de Hongrie, publièrent en 1819 à Hambourg un ouvrage intitulé « Ele divrei habrit », voici les paroles de l'Alliance, appelant à résister à, entre guillemets, la nouvelle religion. Le frontispice de ce livre annonce clairement son objectif. Il est interdit de ne rien changer au texte des prières en usage en Israël à partir du début de celle du matin jusqu'à Allénou, et à plus forte raison d'y opérer des suppressions. Il est également interdit de prier dans une autre langue que l'hébreu, tout livre de prière qui a été imprimé autrement que selon la tradition et selon nos usages étant inapte à être utilisé et ne pouvant servir à la prière. D'utiliser dans les synagogues des instruments de musique comme un orgue, le Shabbat et les jours de fête, même si c'est un non-juif qui en joue. Juste encore un petit passage avant de repasser peut-être à du chant. Malgré cette opposition, ce service ordonné, comme il a été appelé, s'est répandu tout au long du XIXe siècle dans de nombreuses communautés d'Europe
de l'Ouest et autres centres juifs, notamment aux États-Unis. Sa diffusion a été en grande partie facilitée par l'action de quelques chantres et musiciens talentueux, tels Israël Lovi de 1773 à 1832 à Paris, ou Mayer Cohn, 1802 à 1875 à Munich. Israël Lovi sera le premier chazan, le premier chantre à introduire le chant choral à 4 voix à la nouvelle synagogue consistoriale de la rue Notre-Dame de Nazareth à Paris. Parmi les chantres incontournables du nouvel office synagogal, citons également les noms de Salomon Sulzer à Vienne à partir de 1826, Hirsch Weintraub à Königsberg 1838, Louis Lewandowski à Berlin en 1840 ou encore Samuel Nambourg à Paris en 1845. Ces différents chazanim composent des mélodies de prière dans le plus pur style tonal tout en ne rejetant pas les anciens chants synagogaux qu'ils s'efforcent d'harmoniser. À cet effet, ils recueillent de nombreuses mélodies traditionnelles en vue de leur fournir un arrangement choral ou instrumental. Je pense que c'est peut-être le moment de repasser… Claude, oui, pardon. Je voudrais, comme nous avons passé un extrait chanté par M. Hirsch, je voulais également parler de lui, parce qu'il a été chazan à Metz pendant 32 ans. Et donc, aussi bien que André Stora, dont on a parlé avant, qui était durant 37 ans à Nancy, M. Hirsch a énormément fait pour sa communauté de Metz. C'était quelqu'un qui avait fait, avant la guerre, des études de rabbin. Et à cause de la guerre, il n'a pas pu continuer et il est devenu chazan avec toujours cet objectif d'avoir son diplôme de rabbin, d'être reconnu comme rabbin, ce diplôme qu'il aura à la fin de sa carrière. Il a fait beaucoup de choses pour sa communauté. C'était un homme qui n'était pas grand de taille, mais qui avait un dynamisme incroyable. Et il chantait, il avait eu un premier prix de chant au conservatoire de Metz. C'est quelqu'un qui a fait énormément. Je vois qu'il y a Gilbert Henel qui est là avec nous. Si tu as d'autres choses à nous dire sur M. Hirsch, ne te gêne pas. Moi, je voudrais quand même encore une chose, c'est que lorsque, au début de ma carrière, je suis allé durant 4 années de suite seconder M. Hirsch pour les fêtes de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et j'ai commencé en 1969 à aller à Metz. Et en 1969, il y avait encore l'orgue et le chœur mixte à la synagogue de Metz. Et sur le plan musical, je peux vous assurer que c'était divin. J'ai encore dans ma tête pas mal d'extraits donc de la façon dont l'office se passait à Metz. Et en 1969, je suis allé de 69 à 73, la synagogue de Metz était archi pleine pour les grandes fêtes. Et donc, ce que je voulais vous dire également, c'est que entre 68 et 69, entre 1968 et 69, les consistoires, les grands rabbins ont décidé qu'il n'y aurait plus de chorale mixte dans les synagogues. Cependant, il y a 3 communautés qui ont maintenu pendant quelques dizaines d'années supplémentaires les chorales mixtes. Ce sont les communautés de Metz, de Nancy et de Luxembourg. Mais après, maintenant, dans aucune communauté, il n'y a plus de chorale mixte. Et peut-être, Gilbert, je voudrais peut-être te donner la parole. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, s'il te plaît? Oui, je voudrais simplement rappeler également que M. Hirsch était un pédagogue, qu'il a enseigné, et sa plus grande fierté était d'avoir enseigné le français à Elie Wiesel. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend. Il a enseigné à Elie Wiesel et je crois que Elie Wiesel lui a bien rendu. À chaque fois qu'il venait à Metz, il rappelait que celui qui lui avait appris le français, c'était Albert Hirsch. Voilà. Merci. À part ça, oui, pardon. Vas-y.
À part ça, je crois que la plupart des Chazanim sont passés en premier poste à Metz, que ce soit Claude, qui est venu très souvent à Metz, Claude Denel, et toi-même, Michel, et même Atia. Atia est venu à Metz et il a eu l'enseignement d'Albert Kirch, et il en a été également le moniteur de la colonie de vacances de Gorz, quand Albert Kirch s'occupait dans les années 55-56, après les Leroy, il s'est occupé de la colonie de vacances de Gorz. Voilà pour ce qui est d'Albert Kirch. Merci beaucoup, Gilbert. Michel, juste, il y a deux personnes qui veulent intervenir. Oui. Il y a Karine Wolf et René Gutmann. Avec Alors, plaisir, bien sûr. Donc, on va demander à René d'ouvrir son micro. Makacha. Oui, il est ouvert, je crois. Vous m'entendez? Oui, tu peux parler. Juste pour évoquer quelque chose qui me tient à cœur à propos du Chazan Albert Kirch. Il a été avec mon père Zelig élève à l'école au séminaire israélien de France avant-guerre dans les cours de liturgie qui étaient donnés par M. Al-Ghazi. Et donc il a été aussi très proche de mon père, et puisque au retour de la guerre ils étaient très très liés, et j'ai eu l'honneur avec le Grand Rabbin de France et de Metz de lui conférer le titre de rabbin honoraire pour toute l'œuvre de sa vie. Merci beaucoup, René. Merci beaucoup. J'en profite pour te saluer également. Alors, Karine Wolf, si vous pouvez ouvrir votre micro. Vous avez demandé la parole. Madame Wolf? Non? OK. Alors, nous allons continuer, si vous voulez bien, avec un grand pédagogue. Il s'agit de M. Bertrand Joseph. Je vais vous en parler après l'extrait que Michel va nous passer. Mariage alors. Alors, merci Michel, tu peux arrêter si tu veux bien. Alors, bien sûr, j'ai beaucoup de choses à dire sur M. Bertrand Joseph parce que… Michel? Oui. Je veux juste me permettre, quelqu'un demande pour les non-alsaco-lorrains, qu'est-ce que la synagogue Broglie? C'était la synagogue provisoire entre 1950 et 1958, entre la destruction de la grande synagogue de Strasbourg au quai Kléber et la construction d'une nouvelle synagogue et l'inauguration en 1958. Pardon de t'avoir interrompu. Non, je t'en prie, merci. Et donc, l'extrait que vous avez entendu, c'est avant de quitter définitivement cette synagogue provisoire de la place Broglie,
D'ailleurs, en France, on dit broil. En Alsace, on dit broglie. J'ai jamais su pourquoi. Moi non plus. Pardon. Et alors, donc, autrefois, l'enregistrement date de 1958, donc c'est pour ça que c'est un petit peu difficile de tout entendre. Les gens savaient répondre au Chazan et au rabbin, c'est-à-dire les gens savaient suivre les offices autrefois. C'est un moment très émouvant puisque ce que M. Joseph chantait ici, c'était les pismonymes que l'on chante à l'office de Neila. Et donc, c'était le grand rabbin Warszawski qui répondait, qui entraînait les fidèles à répondre à M. Joseph. M. Joseph était quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il a formé toute notre génération de Claude et moi. Il a été, pendant la guerre, après la guerre, le bras droit du grand rabbin Deutsch. C'est quelqu'un, il a fait tant et tant de choses, notamment il était président de l'association des ministres officiants d'Alsace et de Lorraine. Et c'était quelque chose qu'il tenait énormément à cœur parce que les Chazanim, autrefois, dans l'Est de la France, ne gagnaient pas bien leur vie. Ils touchaient uniquement l'argent par les dons que faisaient les fidèles à la synagogue. Et souvent, le Chazan devait avoir un deuxième métier pour pouvoir arriver à la fin du mois pécuniairement. Et M. Joseph a réussi à demander à ce que le gouvernement donne le SMIC à chaque ministre officiant d'Alsace et de Moselle. Et ensuite, en tant que président, il a parcouru toutes les communautés de l'Est de la France dès qu'il y avait un problème entre rabbin et chazan, ou quand un chazan avait un problème personnel ou communautaire, il se déplaçait et il allait pour régler les problèmes qu'il y avait. Il a fait un travail énorme. Et puis, il avait l'habitude de dire il n'y a pas de différence entre un chazan qui est en fonction et un chazan qui est civil. C'est la même personne. La façon dont se comporte le chazan à la synagogue doit être la même que dans la vie civile. Il doit être intègre, il doit être droit. Et c'est ce qu'était M. Joseph. Il était d'une honnêteté incroyable. Et donc, je pourrais en parler évidemment énormément, beaucoup plus que maintenant. Malheureusement, on n'a pas le temps, puisque pour moi, il a été mon deuxième père et c'est lui qui m'a quasiment tout enseigné. Donc, j'en parlerai peut-être une autre fois d'une manière plus longue, mais comme nous devons avancer, nous allons continuer. Michel, oui. Juste, il y a Madame Veil, Jacqueline Veil qui a levé la main, qui souhaite peut-être prendre la parole, je ne sais pas. Avec le plus grand plaisir, bien sûr. Ouvrez votre micro, Madame Veil. Non? Bon, ok, donc je vais baisser la main et continue. D'accord. Alors donc, je vais demander à Michel de nous passer le 4e morceau. Et cette fois-ci, nous allons entendre Claude qui va chanter avec une chorale de Jérusalem. Il va nous en parler beaucoup plus longtemps après le morceau. Oh
Alors, Claude, je te donne la parole. Vas-y, raconte-nous. Pardon, je dois quoi? Vous raconter tout? Une partie. Bon, alors là, c'était un extrait, effectivement, où j'ai chanté un trio, l'air que l'on chante encore aujourd'hui, traditionnellement, le soir de Kol Nidre à Strasbourg. Et j'ai chanté avec mes amis Daniel Grossman et mon ami… Josie Gatterer. Josie, merci, je cherchais le prénom, Josie Gatterer, merci Michel. Que vous dire? D'abord, j'avais prévu de continuer à donner quelques explications encore pour situer un petit peu l'évolution des choses en Alsace-Lorraine. Parce qu'en Alsace-Lorraine, qui est un haut lieu d'implantation juive, la situation à l'époque par rapport à l'orgue, etc., était plus contrastée. Selon le grand rabbin Claude Heimann, les chazanim alsaciens du milieu du 19e siècle possèdent des notions musicales, mais ont très rarement fréquenté le conservatoire. Si les juifs alsaciens sont dans leur ensemble très attachés aux airs des prières ou nigunim qu'ils entendent à la synagogue et que les colporteurs fredonnent toute l'année lors de leurs longs déplacements, ils préfèrent sans aucun doute la ferveur spontanée d'un Shaliach Tzibour, délégué de la communauté, guidant le chant à un ténor qui transformerait la synagogue en opéra. Alors là, je voudrais faire un petit commentaire qui n'engage que moi. Je n'ai jamais beaucoup aimé les gens qui comparaient les offices de la synagogue à un chant d'opéra. Il y a beaucoup de gens de notre génération, en tout cas ceux qui se sont intéressés à la chazanout, qui sont arrivés à la prière grâce justement à ce que certains appellent, et je ne partage pas leur avis tout en le respectant, à ce que certains appellent des chants d'opéra. Je me souviens notamment avoir été une fois pour une bar mitzvah dans une choule, je ne dirai pas où parce que ça n'a pas d'importance, où à la fin de l'office, quelqu'un est venu me voir et me dit « Ah, je suis certain que ça ne vous a pas plu du tout. » Alors j'ai dit « C'est pas que ça ne m'a pas plu, c'est qu'il n'y a aucun air, aucun nigun. Je ne savais pas si c'était Shabbat, Tisha B'Av, Simchat Torah ou Purim ou je ne sais pas quoi. » Donc, la prière, et ça a été le cas pour Michel Heimann, pour moi, mais pour beaucoup d'autres aussi, c'est grâce à la prière que nous avons pu être les délégués de la communauté. Et je pense que le rôle du Chazan ou du Shaliach Tzibour était effectivement celui-là. Et Michel a dit très justement tout à l'heure, nous avons connu une époque des 30 ou je ne sais pas s'il faut dire 40 glorieuses, dans la mesure où nous avons toujours eu, dans les synagogues où nous avons été, celles où nous avons grandi d'abord et celles où nous avons été, nous avons toujours eu des rabbins qui ont entraîné les fidèles. Et effectivement, les gens, la synagogue de Metz dont tu parlais tout à l'heure était pleine. Moi, je me souviens de celle de Strasbourg qui était tout aussi bondée, je parle d'un Shabbat normal, et où effectivement… l'air du Shabbat amenait des gens à la tfila.
Alors peut-être qu'après la tfila, ils allaient vaquer à leurs autres occupations. Ça, ce n'était pas mon problème. Et je me souviens une petite anecdote du grand rabbin Deutsch, Zichrono Livracha, qui était en tant que rabbin mon maître, avec à côté de lui le Chazan Joseph Borin, qui était mon maître en Chazanout. Le grand rabbin Deutsch, à qui un jour on a posé la question de savoir, mais monsieur le grand rabbin, comment se fait-il que vous avez autorisé de donner la haftara à ce monsieur qui vient en voiture à la choule, à la synagogue? Et le grand rabbin Deutsch, qui n'était vraiment pas libéral, je crois que ceux qui l'ont connu le savent et ceux qui ne l'ont pas connu, je tenais à le préciser, puisqu'il était en même temps grand rabbin de la communauté de Strasbourg, puisque malheureusement le grand rabbin Hirschler n'est pas revenu après la guerre, mais il était aussi en même temps le rave de la communauté Haredi de Strasbourg, de la rue Kagenek. Eh bien, le grand rabbin Deutsch a répondu, écoutez, la première fois que je verrai ce monsieur rentrer dans la synagogue avec sa voiture, je lui retirerai la haftara. Alors, ça ne prouve rien, mais enfin, c'était une ambiance qui était différente. Et nous avons profité de cela, et je n'ai aucune gêne à dire que moi, c'est par ce biais-là que je suis arrivé à la pratique religieuse qui m'a conduit à partir de l'âge de 13 ans à devenir observant des mitzvot. Et donc, s'il n'y avait pas eu la Chazanout, je ne sais pas, peut-être j'aurais évolué autrement, mais en tout cas, c'est celle qui m'a amené à tout cela. Alors, je voulais juste encore terminer ce que j'avais lu tout à l'heure. Donc, jouer de la musique pendant Shabbat, de même qu'en faire jouer par un non-juif, est un travail interdit. Parmi les opposants farouches à l'orgue, il faut citer le grand rabbin Salomon Klein de Colmar de 1814 à 1867, qui s'y est opposé fermement et qui ne voulait pas entendre parler de l'introduction de l'orgue dans le culte public lors de la conférence des grands rabbins français. Mais là, je vais m'éloigner maintenant du texte de Hervé Roten, qui a fait un travail extraordinaire et que je salue au passage. Nous avons eu pendant un certain nombre d'années à connaître des chazanim qui n'avaient peut-être pas toujours pu avoir toute l'instruction que certains prétendent avoir aujourd'hui, mais qui avaient une instruction de cœur, qui savaient transmettre, qui donnaient envie aux gens de prier, tout simplement. Et je pense que les maîtres successifs que moi j'ai connus à Strasbourg, mais ce n'est pas exclusif, le grand rabbin Deutsch d'abord, le grand rabbin Warschawski après, le grand rabbin Gutmann, j'étais trop grand pour dire que j'ai appris en tant que jeune auprès de ces maîtres, mais c'est eux qui nous ont un petit peu formatés et qui nous ont donné les rudiments qui nous ont permis après d'évoluer. Et j'ai aujourd'hui des amis autour de moi qui sont devenus Haredi et qui aujourd'hui n'ont pas oublié d'où ils viennent et qui savent que c'est grâce à la génération de nos parents et de nos grands-parents que beaucoup d'entre nous ont pu devenir ce que nous sommes. Voilà ce que je voulais ajouter dans ce point précis. Mais moi, je voudrais également rajouter quelque chose, c'est que les chorales ont apporté énormément également aux fidèles. J'entends de nos jours que les chorales, ça empêche les gens de prier, ce qui est archi faux, parce que autrefois, les gens chantaient de leur place avec la chorale. Et la chorale a toujours été un vecteur pour entraîner les gens à la prière. Et en Alsace, il y a eu 4 communautés principalement où il y avait une chorale. Évidemment, Strasbourg, Haguenau. Il y a eu Célestat également. À Célestat, je ne sais pas si il y a Jean-Pierre Lévy qui est là ou pas, j'en sais rien. Je crois pas, Mais voilà, son père dirigeait le choral à Célestat. Et je crois que c'était surtout ces 3, j'ai parlé de 4, mais Claude, je crois qu'il n'y en avait que dans ces 3 villes. Hein. À Mulhouse, il y avait évidemment. À Mulhouse, il y avait également une chorale qui était mixte à l'époque. Et puis après, il y avait de nouveau une chorale. Et donc les chorales ne sont pas là pour faire l'opéra, mais sont là pour entraîner les gens à prier, pour entraîner et pour donner également pour leur donner un endroit où ils savent, ici la chorale donne également des repères, je cherchais mon mot, donne des repères aux fidèles. Ah ben oui, ici la chorale chante, donc je sais où je suis dans la tfila. Donc, eh bien, puisqu'on parle de chorale, je vais demander à Michel de nous passer le morceau suivant, puisque ça va être Shraga Blum qui va chanter avec justement
pas une chorale, mais nous étions 5 à chanter à un concert à Haguenau. Je crois que c'est une vidéo d'ailleurs. Donc, vous avez vu qu'il y a eu un petit décalage entre le son et l'image, mais ce n'est pas grave. Avant de parler de Shraga Blum, parce que j'ai quelque chose à dire sur lui, je vois que Gérard H. nous a rejoint. Bonjour Gérard. Et comme nous avons parlé, je ne sais pas si tu étais déjà présent quand on a parlé un petit peu de Célestat, mais est-ce que tu as quelque chose à dire sur la communauté de Célestat, puisque tu es originaire de Célestat? Écoute, attends, je suis en train d'essayer de voir si j'arrive. Vous m'entendez là? On t'entend, on t'entend. Oui, bon, bah, écoute, bonjour à tout le monde. Célestat a toujours été un, comment dirais-je, un creuset de Chazanim. Je voulais rappeler la mémoire de Armand Lévy qui m'avait appris les rudiments et pas pour la bar mitzvah, il était déjà décédé quand j'ai fait ma bar mitzvah. Toi qui as fait un passage à Célestat, Claude, je ne sais pas. Moi, oui. Voilà. On a eu quand même, j'ai quand même fait fort entre Michel à Célestat, Michel à Mulhouse, Pierre Nociciel à Célestat, Pierre Nociciel à Karlsruhe, puisque je l'ai connu aussi à Karlsruhe, et ensuite à Mulhouse. La jeune génération, je l'ai quand même connu. J'ai connu aussi, comment il s'appelait, ton mentor, Michel, Bertrand Joseph.
Voilà. Et ne pas oublier la mémoire de Alfred Lévy, le père de Jean-Pierre, qui, pour l'inauguration de la Célesta à l'époque, avait créé la chorale des jeunes hommes. Nous n'étions pas encore bar mitzvah, nous avions une douzaine d'années, et avait créé la chorale, nous avait appris vraiment les fondamentaux de la chorale, que je me fais toujours encore un plaisir à chanter actuellement, dès que j'en ai l'opportunité. Allez, assez parlé, monsieur. Je vous laisse de nouveau continuer le fil de la conférence. Merci beaucoup, Gérard. Merci. Moi, je voudrais juste amener encore ce n'est pas une anecdote, c'est quelque chose de vécu concernant Célestat. J'étais effectivement Chazan par intérim à Célestat avant que Jean-Paul Marx, de mémoire bénie, ne prenne son poste. Que j'ai oublié. Pardon? Que j'ai oublié. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a que ceux qui ne disent rien, qui n'oublient pas quelque chose. Ça m'arrive aussi. J'espère que ce ne sera pas le cas maintenant. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'étais donc Chazan intérimaire avant que Jean-Paul Marx n'arrive. Sa femme, à l'époque, était enceinte et il avait demandé à la communauté de pouvoir venir un peu plus tard après l'accouchement. Et donc, c'est moi qui me suis occupé des offices du Shabbat et du vendredi soir. Et il y avait à l'époque quelqu'un d'autre qui était un homme extraordinaire. C'était le grand rabbin Hachel Hadas Lebel. Et c'est vraiment un homme que j'ai bien connu quand j'étais Chazan par intérim, parce que je logeais dans l'appartement du rez-de-chaussée, qui était l'appartement du Chazan, ouais. Et lui était au premier étage, appartement du rabbin. Et tous les vendredis soirs, je mangeais chez lui. Et le premier vendredi soir où j'ai mangé chez lui, il m'est arrivé un truc auquel je ne m'attendais pas. On s'est mis à table, on s'est lavé les mains, etc. Il a fait kidouche et au moment de faire motzi, il a découvert le pain, la corbeille de pain, et j'ai été étonné, pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais ça m'a frappé de voir qu'il y avait dans la corbeille à pain comme une espèce de baguette coupée en morceaux. Bon, j'ai rien dit, bien évidemment, et quand je suis rentré à Strasbourg, j'ai téléphoné au grand rabbin Warszawski et j'ai dit, j'aurais une question qui n'est pas critique, mais essayez de comprendre pourquoi. Et le grand rabbin Warszawski m'a dit que le grand rabbin Hadas Lebel était un homme d'une telle générosité qu'il donnait tout ce qu'il avait et qu'à la limite, on n'a jamais été certain qu'il avait de quoi manger à sa propre faim. Et lorsque j'ai entendu ça, j'ai dit au grand rabbin la semaine d'après, est-ce que vous connaissez l'usage que les boulangers ont en Alsace de faire le pain de Shabbat, qu'on appelle le Berches en Alsace? Il n'y avait pas encore tellement de chalotes à l'époque. Et il ne connaissait pas. Et je lui ai dit, alors je me permets d'en rapporter, comme ça vous pourrez y goûter. Et c'est de cette manière-là que chaque semaine, j'ai pu amener les Berches et que j'étais content de pouvoir faire ça. Mais je voulais rendre cet hommage au grand rabbin Hadas Lebel. Beaucoup se souviennent de lui comme étant le rabbin qui faisait pleurer au mariage et rire aux enterrements. Mais c'était à côté de cela un homme d'une énorme culture, et pas seulement une culture juive, mais une culture générale extraordinaire. Et personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Voilà ce que je voulais ajouter sur le grand rabbin Hadas Lebel. Merci beaucoup, Claude. Et c'est vrai, je peux que confirmer tout ce que tu viens de dire, puisque je l'ai également connu lorsque j'ai fait également l'intérimaire. Oui, c'est ça, à Célestat. Alors maintenant, je voulais vous parler un petit peu quand même de Shraga Blum, parce que Shraga Blum, c'est le premier jeune que j'ai connu en arrivant à Haguenau. J'ai été engagé à Haguenau en 73, après les grandes fêtes, puisqu'en 73, je les avais encore faites, j'avais encore aidé M. Kirsch, secondé M. Kirsch à Metz. Donc, après les grandes fêtes, j'ai été engagé à Haguenau et évidemment, je ne connaissais personne. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour rendre hommage à M. Kugler, qui était Chazan à Haguenau, qui était quelqu'un qui a fait énormément de bien pendant toute sa carrière, pendant toute sa vie. Mais alors, quand je suis arrivé à Haguenau, j'avais quelques affaires, j'avais vraiment pas grand-chose. Et j'avais un lit, une armoire, enfin, je n'avais pas grand-chose. Et j'arrive devant le centre communautaire, puisque M. Kugler et ensuite moi, nous avions des appartements de service. Lui, il était au premier étage et moi, j'étais au deuxième étage. Et puis j'arrive, et puis bon, je m'apprêtais à monter mes affaires. Et tout d'un coup, je vois un jeune homme devant la porte.
Il me dit, c'est vous, monsieur Ayman? J'ai dit, oui, et toi, tu es qui? Moi, je suis Alain Blum. Je vous attendais pour vous aider à emménager dans votre appartement. Eh ben, depuis ce jour-là, nous sommes devenus les meilleurs amis. Je lui avais prédit qu'il est fait pour être Khazan. Et Dieu merci, il est devenu Khazan, un excellent Khazan, un super pédagogue. Tous ceux qui le connaissent l'apprécient. Et donc, je voulais raconter ça parce que il n'a pas changé depuis l'époque où je l'ai connu quand il était tout jeune. Donc maintenant… Michel, oui. juste, Shraga est avec nous. Ah, salut Shraga. Ouvre le micro, Shraga. Et je ne te vois pas, mais… Ma femme aussi, d'ailleurs, Ayala, est avec nous. Je l'ai vu. Vas-y, Shraga. Comment est-ce qu'on ouvre le micro? Il est fait. On m'entend? T'entends, c'est bon. Vas-y. Bon, bonjour tout le monde. Alors, merci Michel pour les Michel Bérard, mais il n'y aura pas de Schnauder cette fois-ci. Pour le site. Deux remarques à propos de ce concert-là dont tu as montré un extrait. Ça vous ne le savez pas, mais dans le chemin entre Lausanne et Strasbourg, j'étais complètement aphone. Ayala se rappelle. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais chanter à ce concert? J'ai plus de voix. Mais Baruch Hashem, ça s'est quand même pas trop mal passé. Et deuxièmement, pour ceux qui ont vu la vidéo, on ne saura jamais, enfin, à moins que quelqu'un le sache, le fou rire qu'on a eu avant le concert avec Patrick Zichron-Livracha, Patrick Blum, et Claude, Michel et Jean-Loup. Enfin, on ne saura jamais. Voilà, c'est un mystère, un immense fou rire. Alors, je voudrais quand même profiter pour remercier Michel, qui a été mon maître avec M. Kugler dans la Chazanout. Effectivement, tu l'as rappelé, que moi, je t'avais dit jamais de la vie je serai Khazan, et j'ai été Khazan à Lausanne pendant 18 ans, presque 20 même, et puis j'y retourne pour les Rosh Hashanah et Kippour. Et alors même, je pense que le judaïsme d'Alsace-Lorraine, la liturgie devrait demander des royalties à Lausanne, parce que ce qu'ils appellent aujourd'hui à Lausanne la tradition lausannoise, en fait, c'est les airs de Haguenau et de Strasbourg, en grande partie. Voilà, et je voulais juste terminer aussi en disant que ma maman chérie, qui est partie tragiquement cette année, était férue de liturgie. Elle écoutait les émissions de René Jasner, Zichron sur Judaïka, et cette émission, elle aurait été comme toutes les émissions sur Judaïque d'Alsace. Et voilà, donc c'était pour rappeler un peu sa mémoire. Voilà. Merci beaucoup, Shraga. Merci beaucoup. Shraga, pardon. Vas-y, Michel. On sent encore en ashkenaz. Donc, Shrake. En alsacien, ça dit Shrake. Ouais. Alors, nous sommes qu'au milieu de l'émission que nous avions prévue, mais je vois que nous avions droit à 1 heure d'émission, on est presque à 1h15. Alors je demande… On va compter encore un bon quart d'heure et on arrête là. D'accord. On a toujours encore 74 personnes. Oui. Il y a beaucoup de monde. Et merci à vous tous qui êtes là. Je comprends bien la deuxième partie la semaine prochaine. Il n'y a aucun souci, on peut essayer de faire donc, des épisodes. Épisode 1, épisode 2, etc. Alors peut-être, si vous voulez bien, pour terminer, je voudrais qu'on retourne de nouveau en arrière parce que il y avait un Khazan qui n'en faisait pas sa profession. Il s'appelait René Veil. Son père était un Khazan, à Brumat, c'est près de Strasbourg. Et si vous voulez bien, Michel, tu vas faire passer le York Kaddish. On vous expliquera, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est que le York Kaddish. Et puis, je demanderai à Claude de nous parler un petit peu de René Veil, de son père et de la communauté de Brumat. Voilà, alors si tu veux bien, Michel, nous passer le York Kaddish de René Veil. Merci. Donc, autrefois, c'était avec harmonium et pas toujours les cordes.
duo avec son père, Henri. Veuillez s'adore, veuillez saler, veuillez salol, chemin de coup de champ, beurre et rose. Le l'homme in col mi roso, beshi rosso, tush bechoso, Michel, voilà, tu peux arrêter si tu veux bien. Voilà, par manque de temps, on va un petit peu couper. Vous remarquerez que autrefois, les chazanim, les offices, se faisaient beaucoup plus lentement qu'à notre époque. Autrefois, tout simplement parce que les chazanim étaient l'expression et sont toujours l'expression de la vie dans laquelle nous sommes. Actuellement, nous sommes dans une vie très trépidante et donc tout doit aller vite et les offices se font également plus vite. Autrefois, on se donnait le temps pour prier, on ne regardait pas toujours l'heure et on faisait ce qu'on avait à faire tranquillement. Et d'ailleurs, je voulais également, avant de donner la parole à Claude, je voulais également vous dire que dans la plupart des communautés, il y avait des personnages, parce que je peux appeler ça des personnages, qui suivaient mot à mot la prière et le chant du chazan. C'est-à-dire que si jamais le chazan se trompait d'un mot ou se trompait dans l'air de la chazanout, il était repris. Je me rappelle parfaitement qu'à Strasbourg, c'était Max Bloch, à Metz, c'était M. Picard, et à Mulhouse, c'était M. Roté, le père de Michel. Et il ne laissait rien passer. Je suis sûr que dans la plupart des communautés en Alsace, il y avait des personnes qui suivaient mot à mot ce que faisait le chazan et interdiction pour le chazan de se tromper. Donc c'était une époque et pour bien montrer que les gens savaient suivre l'office, que l'officiant soit seul ou soit avec une chorale ou accompagné avec l'orgue. Il y a des choses qui ne passaient pas. Et dans la Chazanout Ashkenaz, il y a des airs pour chaque événement.
Le Shabbat, il y a les airs de Shabbat. Pessah, il y a l'air de Pessah. Shavuot, Sukkot, chaque fête a ses airs. Évidemment, Yom Kippour également. Donc, c'est très important. Interdiction au Chazan de chanter d'autres airs que l'air de la fête dans laquelle il s'élève. Maintenant, je laisse la parole à Claude. Oui, on a, m'a-t-on dit tout à l'heure, plus tellement de temps. Je le regrette un peu parce qu'on ne va pas pouvoir entendre au moins 2 morceaux que j'aurais eu plaisir à faire passer, mais bon, si c'est pas… Claude, je peux encore pousser jusqu'à moins quart, si tu veux, ou jusqu'à 18 heures, il n'y a aucun problème. Bon, on va voir. Ce que je voulais simplement dire, puisque Michel m'a demandé à propos de M. René Weil, René Weil était effectivement un chazan dans l'âme. Ce n'était pas sa profession, puisqu'il dirigeait une grande société, mais c'était un chazan dans l'âme. Et un des grands moments où on avait plaisir à retrouver chaque année René Weil, c'était lors de l'office de Hanouka à l'hospice Elisa, où il chantait accompagné de la chorale Le Chant Sacré. C'était un vrai régal. J'ai eu le plaisir encore de connaître son père, j'ai des enregistrements de lui, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'était un homme qui d'ailleurs a enregistré un office de Shmini Atzeret, et les gens à l'époque s'étaient étonnés parce qu'il avait enregistré le soir de fête. Et je me souviens que le grand Warshawski avait dit à l'époque, bon, c'est peut-être pas l'idéal qu'il ait fait ça le soir de Shmini Atzeret, mais on est quand même bien content de pouvoir l'écouter aujourd'hui. Donc voilà. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire de M. René Weil. Bon, je l'ai connu parce que c'était un ami personnel de mon père, mais à part ça, au niveau de la Chazanout, c'était surtout l'hospice Elisa qu'on attendait d'une année à l'autre au moment de Hanouka. Et puis, à certaines périodes où de sa place de président du consistoire, il chantait, il accompagnait la chorale, c'était un vrai plaisir. Moi, les 2 dernières choses qu'on ait le temps ou qu'on n'ait pas le temps d'écouter, il y a deux chazanim qu'on avait mis encore au programme et dont je voudrais quand même dire 2-3 mots. C'était des chazanim, des premiers ministres officiants à Strasbourg, c'était mon maître Joseph Borin, qui était chazan de Strasbourg de 1933 à 1964 et qui est décédé en 1970. Monsieur Borin a très vite appris la chazanout alsacienne. Et lorsqu'il s'est présenté comme candidat, il y avait 34 candidats en 1933 au poste de Premier ministre officiant, dont l'un des plus grands chazanim de l'époque qui s'appelait Linetsky. Et lorsqu'on a présenté à Linetsky les airs de la communauté de Strasbourg, il a dit « Je retire ma candidature, je ne vais pas pouvoir chanter les offices sur ces airs-là ». Et c'est comme ça que M. Borin a été engagé et qui s'est mis très vite à la chazanout. L'autre chazan dont j'ai aussi beaucoup appris, c'était Marcel Laurent, qui était aussi Premier ministre officiant donc à la synagogue de Strasbourg. C'est lui qui a composé la rhapsodie judéo-alsacienne que vous pouvez entendre sur le site du judaïsme alsacien. Quand je dis composer, ça signifie qu'il a pris les airs traditionnels d'Alsace et qu'il a écrit la musique qui permet de les lier l'un à l'autre avec l'orchestre qui à l'époque était l'orchestre radio-symphonique qui était dirigé par lui et alternativement par M. Munch, dont j'ai maintenant oublié le prénom. Donc ça, ce sont 2 des chazanim qui se sont complètement fondus à la chazanout de Strasbourg, y compris dans la prononciation qu'ils ont très vite adoptée. Voilà, alors je ne sais pas si on a le temps d'écouter, sinon ce n'est pas grave, mais je voulais quand même rappeler leurs souvenirs. M. Borin, qui lui était… chanté à des concerts de gala, des concerts de tzedaka, pardon, et qui était à l'époque accompagné par ma grand-mère maternelle, qui était pianiste et qui était chanteuse d'opéra, mais qui n'a pas fait de carrière d'opéra parce qu'elle avait des problèmes de santé. Donc, elle était l'accompagnatrice de Joseph Borin pour les concerts de tzedaka. Voilà. Moi, je pense que si vous êtes d'accord, je préférerais qu'on arrête l'émission maintenant et puis éventuellement qu'on fasse une deuxième partie à un autre moment pour prendre le temps de bien écouter les chazanim dont Claude a parlé et d'autres également. Je peux conclure par une petite anecdote relative à Mulhouse et l'orgue. Mais oui. Moi, je me rappelle des Shabbatot avec l'orgue à Mulhouse, c'était des offices assez impressionnants, ça. Mais en 1968, il y a eu une pression pour arrêter l'orgue. Et comme il n'y avait pas de réaction communautaire,
il y a un petit voyou qui a coupé le fil électrique parce qu'il y avait un bouton sous le pupitre du Khazan, un bouton sur lequel le Khazan appuyait et qui allumait l'orgue, une lumière derrière la synagogue, là où il y avait l'orgue. Et la lumière allumée signifiait à l'organiste, c'était le moment de reprendre les morceaux. Donc, à cette époque-là, donc vers 68, j'ai coupé le câble électrique qui reliait le bouton à la lumière. Et je me rappelle du premier Shabbat qui suivait où, appuyant sur le bouton et n'ayant pas de répondant, en se raclant la gorge en crescendo, il a essayé de faire comprendre à l'organiste qu'il y avait un problème de lumière. En fait, c'était le dernier Shabbat, il a pas été utilisé le Shabbat à Mulhouse. Ton anecdote, elle s'est produite de la même manière à Paris, à la Victoire, où jusqu'en 1981, le Khazan de son pupitre en bas appuyait sur un bouton identique qui permettait d'allumer une lumière à l'orgue qui se trouvait tout en haut et qui signifiait à la chorale que c'était le moment d'intervenir. Et là aussi, on a été plus rapide qu'à Paris. Oui, à partir de 1981, c'est lorsque le Grand Rabbin Sirat est devenu Grand Rabbin de France qu'il a été mis fin à cela. Bien. Je retiens donc la proposition de Michel. Donc, on va arrêter là et on essaiera de rajouter une phrase. Michel, vas-y, tu conclus. Je peux rajouter une phrase juste, Michel? Oui. Juste une phrase sur le ton de l'humour. C'est que tu disais tout à l'heure que les Khazanim n'ont pas toujours gagné beaucoup d'argent. Alors, ce n'est pas toujours vrai. Je ne parle pas de la Suisse, hein, mais comme j'étais Khazan pendant 2 ans, à Brumat, Shabbat et Fête, quand je faisais mes études, eh ben, j'ai appris il n'y a pas longtemps que j'aurais droit à 55 € par mois de retraite. Voilà, donc on peut s'enrichir quand on est Khazan. Je pouvais encore rajouter une anecdote. Oui, Gérard. Allez-y. Oui. Alors, ça concerne mon voisin de droite sur l'écran, là, Michel. Il y a un paquet d'années, nous devions répéter, Michel et moi, je ne sais plus ce que c'était, et j'ai dit, ben, viens chez nous. On avait le piano de Notti à l'époque. Et puis, comme je venais de rapporter du jus de pomme, du Swingo, mais pur jus, fruits, donc je savais que Michel pouvait en boire. Et puis, j'ai servi des noix de cachou, des choses comme ça, des schnick-schnack. Et Michel a dit non, je n'en mange pas. Moi, bien évidemment, gourmand, j'en ai mangé un paquet. Résultat des courses, quand on a voulu commencer, je n'avais plus un son qui sortait de la gorge. Résultat des courses, je suis descendu à la cuisine, j'ai mangé 2 grandes cuillerées à soupe de miel de sapin. Tout le monde ne peut pas faire ça. Et on est remonté et Mars et ça repart et on était reparti pour la répétition. Ça nous rappelle l'histoire du café, Michel. Hein? Oui, tout à fait. On vous racontera ça une autre fois. Oui, en tout cas, je voudrais d'abord remercier Gérard de nous avoir invités. Je remercie Michel pour l'immense travail qu'il a fait parce que vous ne vous rendez pas compte, mais Michel a passé des heures à préparer ces extraits qu'il vous a fait écouter. Je voudrais remercier Claude parce que c'est toujours un grand plaisir de l'entendre parler et de nous raconter les anecdotes. Merci à vous tous. Et donc, j'espère une autre fois parce que c'est toujours aussi sympathique de se retrouver et puis de parler de choses que nous avons vécues et qu'on a essayé de vous faire partager. Merci à vous tous. Gérard, je veux rajouter un mot. Je me joins au remerciement, bien sûr, de Michel qu'il a adressé à plusieurs personnes. Mais je voudrais dire une des meilleures manières de remercier, je ne suis pas chargé de le faire, mais j'en prends l'initiative, une des meilleures manières pour remercier Michel Roté de tout le travail qu'il accomplit, pas seulement là, mais tout au long de l'année pour le site, c'est de payer sa cotisation d'adhérent qui est, si je ne me trompe pas, de 30 € par mois, puisque comme j'ai eu l'occasion d'écrire, le site ne bénéficie d'aucune subvention. Tous ceux qui veulent avoir les coordonnées peuvent se mettre en contact avec Michel, il se fera un plaisir de vous dire comment procéder. Voilà. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Et donc, j'espère qu'on aura une suite donc, à cette émission. Et j'espère aussi rajouter une émission sur l'historique des Juifs d'Alsace. Avec plaisir. Merci à toi, Gérard, pour l'émission. Merci à vous tous qui avez participé à l'émission. Merci. Allez, au revoir tout le monde. Salut tout le monde.